Ayant quitté mes fonctions depuis peu, je me sens une âme de jeune retraité. Après avoir quitté l'Europe, nous atterrissons en Afrique, et plus particulièrement au nord de celle-ci. Par le hublot, nous découvrons cette terre accueillante qu'est le Maroc. Nous séjournerons 8 jours à Marrakech. Le Maroc ne se décrit pas, ne se raconte pas, il faut y venir pour se rendre compte de ses richesses. La culture de l'olivier est très répandue et l'huile d'olive est très appréciée par les Berbères qui l'utilisent pour leur cuisine et leurs salades. Quant à l'eucalyptus à pousse rapide, il est utilisé pour la fabrication de la pâte à papier. Cet arbre originaire d'Australie, où il peut mesurer jusqu'à 100 mètres de haut, a été implanté le long des côtes méditerranéennes. Il peut atteindre dans ces régions jusqu'à 30 mètres de hauteur. Nous allons maintenant visiter Marrakech, ville impériale, dont la fondation remonte probablement à l'an 1070. Pour nous rendre au centre-ville, nous empruntons les routes périphériques. Nous sommes étonnés par le nombre de véhicules à 2 roues qui y circulent. Nous croisons de nombreux enfants vêtus de blouses blanches. Le nombre croît sans cesse. En voici une école. Ils attendent sûrement l'ouverture de leur établissement situé en périphérie de la ville. Nous longeons maintenant un quartier de la ville nouvelle, laquelle brille par la modernité de ses bâtiments que la couleur ocre, caractéristique de Marrakech, unifie avec la vieille ville. Ces constructions sont souvent à but social et permettent de reloger les habitants des quartiers les plus pauvres. Leurs maisons construites en terre battue ou en agglos se reconnaissent à leurs façades inachevées. Certains quartiers situés hors de la Médina sont très peuplés. Pour satisfaire à leurs besoins, de nombreux magasins sont installés le long de la route principale. On est étonné par leur enseigne. Par contre, cette très belle boulangerie nous rappelle le pays. Quel contraste avec ce métro, implanté dans les nouveaux quartiers de la ville. Nous approchons maintenant de la vieille ville. De nombreux travaux sont en cours dans ce qu'il subsiste de l'ancienne palmeraie. Les autorités soucieuses de la conservation de ce site magnifique en réalisent la restauration. Clients et commerçants se pressent devant l'une des portes du mur d'enceinte de la Médina où se tient un marché local. Charretons, carrioles, nous croisons de nombreux véhicules hippomobiles. En effet, ânes et chevaux sont toujours utilisés pour tracter charrettes et charretons, transportant les marchandises à destination des souks et marchés de la ville. Ils longent le bas-côté de la route, mais leurs réactions sont souvent imprévisibles. Quant à la circulation automobile, elle reste fluide même aux heures d'affluence. Un rapide comptage m'a permis de constater une présence importante des marques françaises, environ 45 à 50% du parc automobile. Les moines guerriers almoravides, ayant à leur tête Abou Bakr, puis son cousin Youssef Ibn Tachin, arrivent dans cette plaine du Houts où ils bâtissent en 1062 un camp fortifié. Marrakech vient de naître et deviendra la capitale d'un immense empire dirigé par le fils de Youssef, lequel dotera la ville d'une imposante enceinte. En 1147, la ville est envahie et détruite par les Almohades. Seule l'enceinte, dont la destruction aurait emporté la Médina, a été épargnée. Elle garde aujourd'hui encore le souvenir de l'œuvre des Almoravides. L'édifice mesure plus de 17 km de long. Les trous que l'on peut observer sur ses façades ont plusieurs fonctions. Stopper les fissures, aérer les zones humides et fixer des échafaudages lors de nombreuses opérations de restauration. Une équipe de maçons est en permanence occupée à ces travaux. Plusieurs couples de cigognes ont élu domicile sur certains ouvrages de la ville. La tour de la Koutoubia, ou le minaret, normalement, c'est une tour qui était construite de la même époque, un petit peu que les remparts, comme je vous ai dit, c'est-à-dire en 1147. Elle fait 77 mètres de hauteur, 12 mètres 80 de large,
Et chaque façade dans les décorations change de l'autre. Il y a 4 façades qui changent continuellement. Décalées, les fenêtres sont un peu décalées, regardez, de chaque façade, parce qu'elles sont raccommodées par la rampe en colimaçon, qui permettait autrefois, ce n'est pas des escaliers, mais ici c'est une rampe. Une rampe en colimaçon qui permettait aux musiciens de monter pour la prière. Par contre, actuellement, on n'a plus besoin de monter jusqu'au sommet de la tour, puisqu'on voit les taches grises. Normalement, ce sont des haut-parleurs. Hein? C'est mégaphone et on fait l'appel à la prière depuis le rez-de-chaussée. À l'intérieur de l'enceinte, la circulation est dense. Bien sûr, les véhicules ne sont plus les mêmes. Les cyclomoteurs et motos n'ont pas été trafiqués comme chez nous, ils sont silencieux. La coutume est de leur laisser la priorité à travers ces ruelles étroites. Nous flânons maintenant dans les petites rues de la Médina et notre guide nous demande de longer les murs afin de ne pas entraver la circulation de ces deux roues. Ces majestueuses portes attirent notre attention. Elles sont finement décorées. Leur architecture respecte la tradition locale. Celle-ci donne accès à de nombreuses boutiques où le marchandage va bon train. Au détour de ces ruelles se dressent de somptueuses demeures. Nous avons eu la chance de pouvoir visiter et surtout de filmer le palais de la Baïa. Le grand vizir Bahamed l'a fait construire vers la fin du XIXe siècle. Il s'étend sur quelques 8 hectares. Pour conquérir leurs futures épouses, il était coutume de leur offrir de somptueux cadeaux. En cas de refus, la belle se faisait plaisir en rapportant le tout. Pour pallier à cet inconvénient, Bahamed fit construire ce somptueux palais et l'offrit à la Baïa. Émerveillé par toutes ces richesses architecturales, sa réponse ne se fit point attendre. Elle accepta et vint résider au palais. Les murs sont finement décorés par des motifs en stuf. Les artistes travaillaient par paires, l'un préparant le plâtre, l'autre le sculptant avant séchage, ce qui permet à l'observateur une vision horizontale de l'œuvre. Que dire des plafonds, de véritables chefs-d'œuvre? Je laisse à chacun le choix de ses réflexions. Toutes les portes révèlent le style et l'architecture de l'époque. Les encadrements sculptés dans le tuf sont remarquables. Au centre, les boiseries taillées dans le cèdre local sont artistiquement décorées. Notre guide nous explique que cette cour fut très célèbre il y a quelques décennies. En effet, c'est ici que fut tournée une scène du film 100 000 $ au soleil. Au cours d'une bagarre, Belmondo chutait dans les eaux de ce bassin central. Tout au long de la visite, nous découvrons une succession de merveilles. Je vous laisse regarder. Tous ces appartements entourent de magnifiques patios garnis d'arbres et de fleurs. D'après notre guide, seuls les enfants en assuraient l'entretien.
revoici dans la rue. Nous sommes agréablement étonnés par la gentillesse des Marocains. Nous traversons rapidement l'un des marchés couverts de la Médina. Les étalages de viande nous surprennent. Avec gentillesse et complicité, les commerçants acceptent d'être filmés. Nous faisons une halte au rayon fruits et légumes. Nous sommes séduits par ce mélange de couleurs où le vert, le jaune, le rouge et le orange dominent. En ville, nous croisons de nombreuses femmes. Cela ne nous étonne pas. En effet, depuis 2004, le nouveau Code de la famille a institué l'égalité entre la femme et l'homme. Pour réceptionner les marchandises, de nombreux caravansérails étaient établis à proximité des portes de la ville. À la demande des professionnels du tourisme, il vient d'être décidé de restaurer celui à l'image. L'étage est utilisé comme logement, alors que le rez-de-chaussée abrite de nombreux ateliers artisanaux. Ce n'est qu'après leur départ que commenceront les travaux. Pour empêcher le déplacement des caravanes au cœur de la ville, des rues basses et étroites sont érigées à ses abords. Pour éviter l'intrusion d'individus par les fenêtres, ces dernières sont protégées par de ravissantes grilles en fer forgé. Nous accédons maintenant au tombeau saadien. Cette nécropole date du XVIe siècle. Le prince saadien Mohamed Ekchek y repose depuis 1557. Moulay Ahmed al-Mansour y fut enterré ainsi que ses successeurs. Jusqu'en 1917, une muraille empêchait d'y accéder et de dissimuler au regard. Les fidèles serviteurs étaient enterrés dans l'une des cours, ces tombes tournées vers la Mecque en témoignent. L'école coranique, cette médersa, est l'un des monuments les plus importants de la Médina de Marrakech. C'est le sultan mérinide Abou Bel Hassan qui l'a réalisé vers le milieu du XIVe siècle. Ses murs sont finement sculptés, ses boiseries sont comme partout ailleurs réalisées en bois de cèdre. Les ornements de ce puits de lumière nous en font découvrir l'architecture. Les chambres d'étudiants ont été réalisées au premier étage. Elles pouvaient loger jusqu'à 1500 élèves. Elles donnent sur la cour intérieure. Nous visitons le quartier des artisans. Le cuir sèche à même la rue, alors que juste à côté, les fidèles se rendent à la mosquée pour la prière. À notre demande, le guide nous conduit chez l'apothicaire. On y trouve des poudres colorées aux 1000 vertus curatives. Le safran, la caroube, la belladone, le basilic séché, les filtres aphrodisiaques. Il y en a pour tous les goûts. Pour la beauté, colle pour souligner les yeux, photo rouge pour les joues, et nez et bien d'autres produits miracles. Attention toutefois aux allergies. Il est très difficile de filmer le quartier des artisans. Notre jeune guide n'ose s'imposer et de nombreux ouvriers refusent d'être filmés. C'est des images. L'intérêt de venir s'installer ici. Parce qu'il y a trop de bruit, il y a on récupère le fer de construction, etc. Dans même duquel on fait beaucoup d'objets. Donc là, c'est à ce métier-là, Nous pénétrons dans une boutique où le cuir est roi et nous marchandons plusieurs paires de babouches joliment décorées. Il faut savoir qu'au baroque, le marchandage est un art subtil qui occupe une bonne partie du temps de ceux qui se consacrent aux échanges commerciaux. Combien ça coûte? Combien tu m'en donnes? Tu es mon premier client, mais c'est trop cher. Regarde, le produit est exceptionnel. Tu n'en trouveras pas ailleurs d'aussi beau. Au fil des minutes, le prix baisse. Enfin, un accord est conclu
Il nous en coûtera environ un quart du tarif demandé. Tout au long des étroites ruelles, des échoppes se succèdent. Ici, des boutiques de cuir, d'objets en bois ou en cuivre. Plus loin, des échoppes d'objets d'art, tels que tableaux, sculptures, miroirs et luminaires, côtoient des étalages de fruits secs et de gâteaux marocains. Les odeurs se mélangent, créant d'étranges senteurs. Nous sommes en train de perdre nos repères, cela va durer quelques minutes, puis très vite nous revenons à la réalité et poursuivons nos achats. La place Jama al-Fna est la plus grande curiosité touristique de la ville. Elle se situe entre la Médina et la Koutoubia. On y rencontre conteurs, charmeurs de serpents, danseurs, acrobates, musiciens, dresseurs de singes et bien d'autres artistes autour desquels le public forme des cercles. Les calèches de la ville y accueillent les touristes, partent de ce lieu mythique pour une visite de la Médina ou la découverte de l'enceinte fortifiée. Un magnifique palais des congrès accueille les nombreux spectacles organisés par la ville de Marrakech. Le boulevard Mohamed VI, long de 5 km, sera, après son achèvement, la plus grande avenue de Marrakech. Il est en travaux côté ville et de nombreux chantiers de construction le bordent. Hôtels et résidences de luxe